Je vous laisse les commandes, Jean-Louis Coutarel, c'est écrit ici. Et juste après, c'est écrit « Mais avant de vous entendre échanger autour du programme Action Cœur de Ville, on voulait illustrer cette thématique de la revitalisation des centres-villes avec l'extrait d'un film qui évoque une résidence qui s'est tenue à l'été 2019 à Montbozon. On en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la discussion autour des résidences d'architecture, portée donc par la Maison de l'Architecture Franche-Comté dans le cadre des résidences du RMA. Ce film, ça s'appelle L'Office de l'Utopie et c'est un film réalisé par Christophe Monterlo. On va le regarder et ensuite vous enchaînez comme convenu autour de ce colloque Action Cœur de Ville. Alors, il y en a qu'on a déjà rencontrés, certains. Est-ce qu'il y en a qui veulent expliquer qui on est et pourquoi on est là, pourquoi on est à Montbozon? Je sais que vous êtes deux architectes et qui proposent d'améliorer Montbozon avec, par exemple, des restaurants, des parcs, ou de rajouter des choses à Montbozon. Et vous avez peint une fresque pour qu'on dessine dessus, pour que les gens disent leurs idées. Bonjour à tous, merci d'être présents. Du coup, pour clôturer ces 6 semaines de résidence à Montbozon, résidence portée par la Maison de l'Archi de Franche-Comté, on lance la première édition du Jour d'Utopie. C'est un rendez-vous qui pourrait se poursuivre plus tard pour expérimenter et échanger des manières de revitaliser le centre-bourg, qui était le sujet de la résidence, et pour voir comment on peut continuer à transformer les lieux du bourg comme ça a toujours été fait. Et du coup, pour ce premier jour d'Utopie, on vous propose de d'abord passer devant la fresque, voir l'utopie en 2D, puis ensuite de voir les échantillons qui ont été montés en 3D. On passera devant la vitrine des anciens docks pour montrer que voilà, une réflexion collective d'une devanture, c'est un impact direct sur le cadre du bourg. Puis après la devanture, on testera un trage qui aujourd'hui appartient à des privés, mais qui permet de mettre en lien la rue du Pont et le futur jardin du presbytère. On arrivera au presbytère, lieu du futur restaurant de Montbozon, et on reviendra ici pour inaugurer l'atelier des échanges. Pour nous, ça ne fait que 2 ans qu'on est là. On a rencontré plein de monde, du coup, ça y est, on a fait des rencontres. Hier, on a répété avec Ruth au violon, on s'est découvert toutes les 2 logiciels. Et voilà, aujourd'hui, on a joué pour nous. Et je souhaite ajouter que sans vous, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Donc un grand merci à vous d'abord. L'atelier des échanges, ça nous est venu parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de lieu de vie à Montbozon. Et c'est vrai qu'on a été plusieurs à penser que cette idée pouvait peut-être fonctionner. Donc c'est sûr qu'on attend que les gens s'impliquent parce que ça ne viendra pas tout seul. Parce qu'on ne veut pas être toujours les mêmes à animer cet atelier. Toutes les idées sont les bienvenues. Il suffit d'un petit peu de temps libre, de se trouver un peu de temps pour proposer une activité, quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous avez envie de partager. On peut vous donner rendez-vous pour la première soirée qu'on a programmée, ça sera le 19 juillet. Et la première soirée, on a décidé que ça serait de la musique. On vous propose d'apporter vos instruments pour ceux qui sont instrumentistes. Si ça vous dit, nous on sera là en tout cas. Merci et merci encore à nos architectes. Bien, merci pour cet extrait d'un film qui doit faire 80 minutes, si j'ai bien compris.
et qui présente une évolution, je dirais, de la pratique de l'architecture en résidence. Des choses que nous avons vues se développer dans les dernières années, mais on peut remonter à Pingusson un petit peu plus loin et de retrouver ce type de travail sur site que nous allons un peu développer sur un engagement particulier de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand sur ce sujet. Donc nous avons été présentés, Simon Tessou, Nicolas Détry et moi-même. On complétera nos présentations respectives l'un après l'autre. En tout cas, nous sommes effectivement non pas seulement engagés sur la question Action Cœur de Ville, qui est une action spécifique sur les villes moyennes, mais sur un ensemble de relations avec les territoires, relations pédagogiques, et puis relations de collaboration future de l'exercice de la profession dans ces conditions de reconquête de structures territoriales de notre pays, mais qu'on peut bien sûr étendre sur un périmètre beaucoup plus large que celui-ci. Nous allons témoigner l'un après l'autre de nos pratiques à la fois professionnelles et pratiques d'enseignement. Je vais passer la parole sans plus de transition et de présentation à Simon pour décrire à la fois sa pratique et puis l'engagement qu'il mène au nom de l'école d'architecture. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer d'ailleurs par peut-être l'engagement de l'école sur les sujets que tu évoques, sur la thématique du devenir des petites centralités notamment. Juste rappeler que l'école d'architecture de Clermont-Ferrand a effectivement inscrit dans son projet d'établissement un certain nombre de problématiques, un certain nombre de points. Il y a en gros 5 points qui caractérisent l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et parmi ces 5 points, il y en a effectivement 3 qui sont reliés à des questions territoriales, c'est-à-dire que l'école d'architecture de Clermont-Ferrand considère le Massif central comme son territoire d'études privilégié. Territoire qui a sa logique propre, on pourrait appeler ça une sorte de biorégion, avec peu de métropoles, un maillage de petites et moyennes villes, de nombreuses ruralités très contrastées, avec un passé parfois industriel, y compris dans les ruralités, et puis évidemment une activité agricole très présente, mais aussi plusieurs parcs naturels régionaux et secteurs protégés. Donc un territoire d'études privilégiées, et ensuite deux thématiques qui nous intéressent plus particulièrement, qui sont les ruralités, leur devenir, et dans lesquelles on inclut aussi évidemment la problématique des petites centralités, des centres-bourgs. Et donc l'école a à cœur aussi de contribuer au débat public sur le devenir justement de ces petites centralités. Puis le troisième, peut-être le troisième point qui caractérise l'école et qui est relié à la thématique qui nous intéresse là tout de suite, c'est ce qu'on appelle nous dans l'école la pensée transcalaire, c'est-à-dire une pensée du projet qui traverse toutes les échelles, qui articule aussi plusieurs disciplines, si bien que nos étudiants sont conduits à élaborer des projets à la fois à l'échelle territoriale, des projets urbains dont la question paysagère est souvent centrale, et puis évidemment jusqu'à concevoir des objets architecturaux en rapport avec des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi le rapport au sol à la fois des édifices mais des aménagements. Maintenant, je vais prendre ma casquette plutôt d'architecte praticien, puisque je suis un directeur d'école qui est aussi praticien, et pour illustrer en fait ces problématiques de centralité et en relation avec l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de l'appropriation du déjà là, quelque part. En tout cas, ce qui m'intéresse moi dans ces petits projets d'architecture, c'est de souvent intervenir en fait dans des espaces ouverts. On n'est pas toujours dans des villes constituées, et du coup la pensée du projet va se construit autour de questions aussi de paysage.
Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Ça, c'est juste un exemple de petit aménagement d'espace public à Chalier, dans le Cantal, en Margeride, aux confins de la Lozère et de la Haute-Loire, et qui est un projet d'aménagement d'espace public en fait, dans un village-rue, sur une crête, dans un méandre de la Truyère, qui est un affluent du Lot, un village sans épaisseur. Et le projet, finalement, se construit, s'adosse, enfin, c'est un projet très linéaire, avec une voirie, avec une largeur constante. Et puis, à 3 endroits, il y a des surlargeurs possibles, où du coup, on a dessiné 3 petites placettes qui s'adossent à chaque fois à un patrimoine bâti remarquable et qui en même temps s'ouvrent sur le grand paysage. Et ces petites placettes aussi interrogent finalement le devenir de ce paysage qui tend à se refermer et qui interroge aussi les pratiques agricoles, etc. Peut-être tu peux passer la diapo suivante, puisque notre temps est très chronométré. Je vais essayer de faire vite. C'est un deuxième projet très, très modeste aussi, qui illustre d'autres sujets, notamment la place de la voiture. En fait, vous voyez, c'est un hameau, quoi. Enfin, en réalité, c'est le siège d'une commune qui s'appelle Saint-Julien-Toursac, et le hameau s'appelle Les Estresses. Et c'est sur l'ancienne route nationale 122 qui va d'Aurillac à Figeac. Et en fait, dans les années 2000, il y a eu un gros projet de contournement, enfin on va dire un gros projet routier qui fait que finalement ce petit village n'est plus traversé par la route nationale, mais qui laisse du coup en héritage finalement une bande de roulement extrêmement large dans le village qu'on voit sur la photo de gauche. Et puis, alors c'est plutôt un hameau dans lequel on trouvait l'école, aujourd'hui fermée, l'église, qui est quasiment plus utilisée, et puis où il y avait un héritage aussi de bâtiments qui recevaient finalement le flux des personnes. Donc d'abord une auberge jusqu'au 19e siècle, et puis ensuite un hôtel moderne qu'on voit sur l'image, ensuite transformé par la collectivité en logement il y a, je sais pas, peut-être 20 ou 30 ans. Et en fait, le projet d'espace public consiste simplement à réduire considérablement la bande de roulement, de redonner, enfin, d'imaginer d'autres appropriations finalement de l'espace public, voilà, avec des logiques d'économie inventive, c'est-à-dire qu'on fait tout ça, tous ces projets sont faits dans une grande économie de moyens. Donc, vous voyez, la partie gauche de l'aménagement, elle est plutôt extensive, avec un mélange terre-pierre pour recevoir les véhicules, et puis la partie qui est plutôt habitée, la rive qui est habitée à droite, en fait, fait l'objet d'un traitement un peu plus qualitatif, et puis surtout redonne une place aux habitants, puisque ces logements qui ne disposaient pas d'un jardin, ont aujourd'hui un jardin, notamment pour l'habitant du rez-de-chaussée. L'image suivante, s'il te plaît, Jean-Louis. Là, c'est une autre image qui illustre 3 choses que je veux dire très simplement. C'est que habiter les centres-bourgs, ça pourrait être aussi habité collectivement. C'est banal ce que je dis, mais en fait, souvent les ruralités et les territoires périurbains en fait, sont le siège sont plutôt pensés comme étant des lieux où on va habiter de manière très individuelle, dans des pavillons ou dans des maisons de bourg. Mais ce projet, voilà, dans lequel j'habite et je travaille, imagine, voilà, d'habiter de nouveau de manière collective dans un centre-bourg, alors que finalement j'avais la possibilité effectivement d'acheter un terrain et d'habiter dans une maison. Mais j'ai fait le choix plutôt d'habiter le centre-bourg pour pouvoir amener mes enfants à pied à l'école, aller à la poste à pied, etc. Et d'illustrer deuxième chose que je veux dire, c'est de reconnecter les fonctions habitantes et les fonctions de travail. C'est-à-dire, c'est une forme de résistance à ce qu'on voit encore trop souvent, c'est-à-dire une sorte de séparation entre les fonctions, des logiques de zoning qui, malgré tout, sont encore à l'œuvre, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Et la troisième chose que ces images expriment, c'est l'idée selon laquelle, finalement, nous habitons l'arrière-pays. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais au contraire, quelque chose d'hyper complémentaire aux logiques de métropole, quoi, la logique de métropolisation. C'est-à-dire que finalement, nous sommes dans des territoires très complémentaires et nous habitons finalement des territoires où
se situent les ressources matérielles. Et donc, si on prend un peu la peine de les regarder de très près, en fait, on peut construire à partir de ces ressources matérielles qui existent dans notre arrière-pays. Donc là, par exemple, le bois. Ici, nous avons fait une coupe d'éclaircie dans une forêt familiale, une forêt de Douglas plantée dans l'après-guerre. C'est ce qu'on appelle les forêts nouvelles. En fait, nous appartenons à un territoire où il y a un exode démographique massif dans l'après-guerre. Et donc, des pans entiers de ce territoire du Massif central ont été occupés en fait, par des boisements, largement encouragés par les pouvoirs publics, subventionnés, pour finalement transformer des pâturages en nouvelles forêts. Donc on peut dire beaucoup de choses sur ces forêts, sur la perte de biodiversité, etc. Mais on peut aussi dire aujourd'hui que la ressource est là et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, c'est ça la question. Et donc ce projet interroge ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce bois qui arrive aujourd'hui à maturité et qui peut être mis en œuvre pour construire autrement qu'avec des ressources qui viennent de beaucoup plus loin. Et la ressource, c'est aussi le soleil, puisqu'on est sur des territoires peu denses, et donc on peut aussi beaucoup imaginer, on peut vraiment imaginer construire à partir de cette ressource qui est inépuisable. Dernière image, et je laisse le micro. C'est un autre projet, un tout petit projet qui est une halle dans la vallée de Mandaille. Et quand on a été retenu pour ce projet, on était à la fois très contents et on a eu peur, quoi. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait à Mandaille, dans cette vallée absolument magnifique? Alors, comme je suis un peu chauvin, je veux dire que c'est une des plus belles vallées de France, au pied du Puy-Marie. Non, la tienne est plus belle, Jean-Louis. Il habite à Chalier, Jean-Louis. On a découvert ça après. Voilà. Et en fait, pour construire le projet, on est reparti de l'archétype de la grange étable, en fait, qu'on retrouve partout dans la vallée. Et en même temps, ce projet n'est pas une grange étable, évidemment, mais en perception lointaine, on a l'impression que c'est une énième grange dans la vallée. Et on reprend finalement des dispositifs constructifs, vernaculaires, qui est par exemple la charpente à couple. La charpente à couple, qui est une charpente non hiérarchisée, qui n'est pas constituée de fermes, donc d'arbalétriers, d'entrées, de poinçons, de pannes et de chevrons, mais en fait de la répétition, un entraxe très régulier de la même ferme, qui ne nécessite pas du coup la mise en place de pannes et de chevrons, mais simplement d'un panneau. Autrefois, c'est ce qu'on appelait les douelles, donc la voulige qui supportait le chaume, et qui a été remplacé en fait, dans l'après-guerre par des tôles en acier galvanisé pour des raisons économiques. Et cette tôle en acier corten que nous avons mis en œuvre sur ce bâtiment fait écho justement à ce changement de registre dans les couvertures de toutes ces granges étables. Je vais m'arrêter là. Merci. J'ai une consigne de timing. Cette série d'exemples est importante, bien sûr, dans notre propos, dans le sens où un exercice d'architecte prend toute sa place dans ces projets de territoire, de petits territoires. Et c'est quelque part la prétention que nous avons en tant qu'architecte de contribuer au projet des petites villes, des villes moyennes, comme nous avons contribué dans des exemples plus communiqués, plus présents dans la presse, dans des grandes villes, dans Paris, et qu'il est très important que nous soyons en capacité de nous déployer en tant qu'architectes praticiens sur des territoires comme ceux-ci, pour que l'exigence de qualité d'architecture que nous pouvons revendiquer sur des exemples importants, par exemple ceux que nous venons de voir à l'instant, dans la précédente communication, mais il faut aussi que ça s'incarne dans tous les territoires pour sortir de cette opposition absurde entre des territoires métropolisés et des territoires laissés pour compte de l'économie, alors que la relation entre les territoires ruraux productifs
et les territoires métropolisés qui consomment les biens et les produits qui sont faits dans les territoires ruraux, la relation entre les deux est intrinsèque, c'est organique. Nous ne pouvons pas couper un membre de notre territoire. Donc il est important aussi que nous puissions incarner, c'est ce que vient de faire Simon de mon point de vue, dans nos territoires les plus éloignés de la notion de métropolisation. Là, on n'est pas très très loin du 1 habitant au kilomètre carré, pour parler du Cantal que nous connaissons bien tous les deux. On est vraiment dans l'extrême, hyper non-densité. Je vais passer la parole à Nicolas sur plutôt nos expériences d'enseignants, même si Nicolas pourrait aussi développer son travail de praticien. Donc Nicolas est, je vais dire, pour faire très simple, de l'école du patrimoine à l'italienne. On a parlé de Chaillot tout à l'heure, on a parlé de la Cité. Il y a une petite variation, je dirais, dans la façon d'intervenir sur le patrimoine, mais j'ai laissé Nicolas le développer. Merci Jean-Louis, merci Simon. Oui, ben voilà. Donc effectivement, cette question d'habiter des territoires ruraux, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition entre territoires ruraux et territoires métropolitains. Enfin, il y a toujours une opposition, mais d'un point de vue sociologique, certaines personnes vont vivre de manière urbaine et métropolitaine en habitant un village de 1000 ou 2500 habitants, et d'autres vont commencer peut-être vivre de manière à la façon d'un agriculteur dans une grande ville, parce qu'ils vont avoir un potager dans leur jardin au centre d'une ville. Donc aujourd'hui, la problématique d'opposition ruralité et grande aire métropolitaine, elle est très complexe et elle est très riche, et il est extrêmement important de s'intéresser à ces petites villes et d'y apporter jusque dans les territoires de toute la France et même de toute l'Europe des qualités au point de vue architecture, urbanisme et soins du patrimoine bâti existant. Alors, donc moi, effectivement, je suis architecte du patrimoine, mais formé à l'école de restauration de Rome, à l'université La Sapienza, il y a assez longtemps. Et je suis arrivé donc la première fois à Thiers, donc une ville que tout le monde connaît ici, à peu près 45 km de Clermont-Ferrand, une ville de 12 500 habitants. Thiers, la première fois en 2017, parce que j'étais à ce moment-là professeur invité au Politecnico de Turin, dans le Piémont, avec un groupe d'étudiants italiens et des collègues italiens pour travailler sur un atelier de projet à Thiers. Et c'est vrai que c'était un peu le départ de toute cette histoire, parce que le regard de mes collègues italiens sur une petite ville, ce que les Italiens appellent centro minore, petite centralité, sur une petite ville qui a des vraies problématiques de dévitalisation. Il y a 30 ou 35% de maisons qui sont vacantes, et comme on observe que ces maisons sont abandonnées, on observe ça depuis une vingtaine d'années, évidemment, les maisons sont en train de s'écrouler. Et donc c'est une situation très grave et qui est emblématique de beaucoup de petites villes en France et en Europe. Mais il y a une tendance à reconquérir ces questions et à parler de revitalisation. Oui, je suis trop long, il faut que j'arrête déjà. Non ? D'accord. Alors, donc ici, rapidement, donc, je voulais vous montrer un exemple vertueux qui est un groupe de petits villages situés à Ostana. Ostana, entre 900 et 1200 mètres d'altitude, c'est dans la vallée des montagnes près de Cuneo, au sud-ouest de Turin, pas très loin de la France, en face du mont Viso. Et donc c'est un village qui faisait 1200 habitants au début du XXe siècle. Il y avait 5 habitants en 1990. Et grâce à un programme de recherche du Politecnico de Turin, donc la faculté d'architecture, et à la création d'un certain nombre de bâtiments nouveaux au cœur de ce village et la restauration d'édifices anciens, aujourd'hui, Ostana compte 70 habitants. On est passé de 5 à 70 grâce à un programme qui allie à la fois la recherche sur l'architecture de montagne,
Donc, et la pratique de l'architecture avec des professeurs qui sont aussi des praticiens donc du Polytechnico de Turin. Donc ils ont travaillé sur trois piliers. Le pilier culturel, c'est-à-dire ils se sont rendus compte que c'était le cœur de la... Enfin, il y avait la locution occitane, on parle occitan dans ces villages. Donc un Allemand est venu fonder un festival d'écriture occitane et puis un festival de films de cinéma occitan à Ostana, dans un village où il y avait 5 habitants quand même, il fallait quand même le faire. Et donc le Polytechnico de Turin a construit un centre culturel qu'on voit ici sur cette image. C'est un collègue, Massimo, qui est un ami architecte, qui a été l'architecte de ce bâtiment, construit avec les pierres qui étaient écroulées d'un bâtiment qui était là avant, sur le même plan que le bâtiment qui s'était écroulé, mais avec une architecture différente. Et ensuite, depuis 15 ans, le village a réussi à reprendre vie, donc revitaliser. Donc aspect culturel, aspect économique, donc abandonner l'économie du ski alpin pour la substituer avec d'autres économies de type tourisme éco-responsable, logement de haute qualité, etc. pour l'hébergement. Et l'aspect architectural qui en fait englobe les 2 premiers aspects, puisque c'est ce qui est de plus manifeste, puisque le fait qu'à partir d'une ruine, une architecture de qualité est en train de revenir à habiter ce village d'Ostana, c'est ce qui se voit le plus et c'est extrêmement important. C'est pour ça que moi je suis extrêmement heureux d'être enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, dont Simon Tessou est le directeur, et avec tous mes collègues, parce qu'il y a cette préoccupation pour ces petites centralités, c'est ce que les Italiens appellent aussi les aires internes ou les centri minori. Et moi je me sens totalement béotien et néophyte, parce que c'est des choses que je connais encore très mal, mais je crois que c'est un enjeu majeur. Et on peut montrer peut-être l'image juste après, par rapport au travail de Thiers, peut-être juste, ouais, voilà. Et donc on a imaginé à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, avec le domaine d'études métaphore, un domaine d'études master, de démarrer un chantier école sur un bâtiment central qui est situé à côté de l'église Saint-Genet, dans le centre du secteur sauvegardé de Thiers. Ce bâtiment était aussi l'ancienne école primaire qui était immortalisée dans un film de François Truffaut qui s'appelle L'Argent de poche, très très beau film des années 70. Et cet ensemble de bâtiments d'à peu près 2500 mètres carrés vit plus ou moins, quoi. Il vivote un peu comme l'ensemble du secteur sauvegardé de Thiers. Et l'idée, ce serait qu'avec la force et la dynamique, la force positive des étudiants en architecture, en interaction avec les habitants, accompagnés par leurs enseignants, année après année, on puisse faire des travaux de restauration de ce bâtiment en utilisant des matériaux biosourcés le plus possible. Là, on est en train de mettre de l'isolation en chanvre avec un enduit à la terre. Tout vient pas du tout loin de Thiers, tous les matériaux. Et petit à petit, on restaurera une fois un plancher, et puis ensuite on cassera les cloisons, on fera un grand espace, on installera des maquettes, on mettra des livres, et puis petit à petit les gens vont arriver. Et je me dis, on rêve un petit peu, mais peut-être comme ce Luportun, le centre culturel de Ostana qui s'appelle Luportun, c'est un mot occitan, on va peut-être arriver à avoir une histoire, une success story un peu comme nos amis du Polytechnico de Turin, avec lequel on va travailler d'ailleurs l'année prochaine en association entre l'ENSACF et le Polytechnico, pour amorcer la pompe et réussir à créer un centre de revitalisation urbaine dédié aux petites centralités à Thiers. Alors c'est un grand pari, mais je pense que tous ensemble on va y arriver. Donc voilà un peu le travail qu'on essaie de faire à l'école. C'était trop long, je crois. Merci. Merci Nicolas. Ça ne veut pas déclencher. Peut-être plus tard. Je pense appuyer sur la bonne touche. Et on nous avait dit 2 diapos, on n'avait pas le droit à plus. Donc, ah, ça y est. Bien. C'était un peu drastique. Donc simplement pour 2 points, une mission qui avait été confiée par Agnès Vince à Simon Tessou sur le repérage un peu des équipes qui travaillent comme Nicolas vient de le décrire en France, et de saluer que dans cette perspective d'intervention sur les petites villes,
ville moyenne, je ne sais pas, enfin une ville moyenne à l'échelle internationale, c'est pas tout à fait 20 000 habitants, et nous appelons ça des villes moyennes. Mais peu importe. En tout cas, nous avons recensé à travers toutes les écoles, les 20 ENSA, plus celle de Chaillot, bien sûr, de l'ordre de 300 intervenants pédagogiques qui animent des groupes de travail qui s'appliquent sur ce type de sujet. Et nous avons donc commencé un travail de mise en valeur de tous ces travaux. Je vous renvoie au site de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand où nous avons hébergé ce recensement. Et puis, bien sûr, au-delà du recensement des simples noms, les pratiques pédagogiques illustrées par les équipes elles-mêmes. Nous avons tenu un premier colloque à l'invitation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, ce premier colloque suivi d'un très prochain le 23 et 24 novembre. Alors l'actualité de ce sujet est très importante en ce moment, très importante en France aujourd'hui. Donc nous nous télescopons entre différents partenaires de ces sujets. C'est dommage, mais le Covid nous a contenus dans un espace-temps assez limité et ça percute avec des calendriers démocratique en France qui fait que nous sommes tous à peu près dans les mêmes plages, mais peu importe, il y a une sorte d'effervescence importante par rapport à ces sujets-là en France aujourd'hui. J'en suis complètement ravi, c'est-à-dire que passons à l'exercice de réalisation, de collaboration avec les territoires pour éviter, pour revenir des 30 ou 40 années où nous avons été submergés par les extensions urbaines. Donc, posons-nous sérieusement la question de réinvestir les formes urbaines existantes. Et ça veut dire quoi en architecture? Et ça veut dire quel type d'invention nous sommes capables de produire. Nous, praticiens, on vient de l'évoquer, mais aussi, bien sûr, les étudiants. Et là, c'est un dessin d'un étudiant de Nancy qui très naturellement se positionne dans un espace relativement contemporain d'habitation, tout en étant en belvédère sur une rue complètement banale d'une petite ville du nord de la France. Donc c'est un peu cette nourriture de dire peut-on réinventer une vie contemporaine dans ces contextes-là? Et si nous ne sommes pas capables de faire la démonstration qu'on peut inventer une vie contemporaine dans ces contextes-là, c'est très dommage pour notre profession, mais c'est aussi très dommage pour la société elle-même, puisque ça voudrait dire qu'elle serait en train définitivement de quitter ces structures territoriales. Voilà le petit élément de communication de notre rencontre à venir. Donc j'ai l'impression que c'est ma dernière diapo. Je vais vous résumer en 2 secondes, en 2 minutes, l'action de la DATAR, puis du Commissariat général à l'égalité des territoires, puis de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, ma particularité en tant qu'architecte, c'est d'avoir été un des premiers agents du ministère de la Culture à être mis à disposition de la DATAR, il y a une dizaine d'années, et de récupérer, je dirais, ces questionnements importants des territoires et de les trouver s'incarner très proches de nous. On parlait tout à l'heure du livre de la Forez, donc Thiers est dans le livre de la Forez, et un PNR qui s'était saisi de cette question-là, de réinventer la vie dans les centres-bourgs, parce qu'évidemment, ils avaient identifié cette question-là, et de mobiliser des architectes en résidence, à l'époque, avec la collaboration étroite du conseil départemental du Puy-de-Dôme, mais aussi, bien sûr, du CAUE, et je salue la présence de Michel Astier dans la salle. Concrètement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette structure territoriale française, cette revitalisation n'est pas simplement un effet de surface, c'est comment approfondissons-nous la question
de la limitation des extensions urbaines. Comment réinvestissons-nous le patrimoine? Comment sommes-nous capables d'être des membres actifs en tant que spécialistes de l'architecture et de l'urbanisme dans ces grands sujets? Et on a évoqué le programme Action Cœur de Ville, donc il touche 222 villes à l'échelle nationale, villes moyennes, dites moyennes. Le programme Petites Villes de demain, qui touche aujourd'hui de l'ordre de 1600 petites villes. Nous avions commencé avec la DATAR et le gouvernement de l'époque, nous avions commencé par un essai sur 50 villes. Si j'additionne l'ensemble, on est sur plutôt 2000 villes. La mobilisation de toutes les préfectures de départements français, qui maintenant se posent les questions que nous venons d'évoquer et qui sont assez évidentes, je dirais, maintenant dans l'esprit de nos étudiants, de nos enseignants et des 300 enseignants que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui me paraît important, c'est que nous soyons capables de suivre maintenant ce mouvement, cette compréhension des questions de relations avec les structures territoriales françaises. Et je vais prendre un exemple concret pour que ça parle, je dirais, aux professionnels. Le programme Action Cœur de Ville a financé plusieurs dizaines, je crois que c'est une cinquantaine, de concours d'architecture sur ces villes lauréates pour monter l'exigence d'architecture dans ces villes. C'est-à-dire de dire, ces villes moyennes ont besoin d'une vraie architecture, d'une vraie démonstration, d'une vraie proposition architecturale qui vienne servir, renforcer, nourrir leur propre projet de territoire. Je m'arrêterai là-dessus. Je crois qu'on a à peu près mangé le temps qui nous était disponible. Et on vous en remercie. Vous avez mangé pile le temps qui vous était disponible et merci pour ce respect absolument parfait du timing. Ça veut dire que on a prévu de prendre une pause maintenant et peut-être que si on la raccourcit de 3 minutes cette pause, ça nous fait tout de même 17 minutes de pause et ça pourrait laisser l'occasion d'une question concise là encore et on a pu voir tout à l'heure que les questions concises l'étaient vraiment. Alors voilà, est-ce qu'il y a une main qui se lève ou alors est-ce qu'on se dit qu'on fait une petite pause et qu'on discute de tout ça Sinon, moi je voulais peut-être rajouter une petite remarque, c'est que la question de s'intéresser à ces petites centralités et elle n'est pas nouvelle et on a des exemples très importants, par exemple avec Urbino et le travail de Giancarlo De Carlo à Urbino à partir des années 1950 jusqu'aux années 1970, qui transforme une petite ville de 13-14 000 habitants en ville universitaire. Très célèbre exemple de Urbino. Et puis aussi en France, la ville de Grillon, avec ce travail mené par Georges-Henri Pingusson dans les années 1970, avec aussi ses étudiants sous forme d'un chantier-école. Et on pourrait citer énormément d'exemples. Et le fait que où Simon Dessous, qui installe son agence et sa maison à Le Rouget, c'est aussi un exemple de comment habiter des petites centralités et d'y apporter une qualité architecturale de haut niveau. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est toute une chaîne, tout un maillon. Effectivement, et merci de l'avoir mis en avant, ce maillon pour cette chaîne entière. Merci à tous les trois pour vos interventions. On peut vous applaudir. Simon Dessous, Nicolas Detry et Jean-Louis Coutarel.